Le son du tissu qui se déchire a fendu l'air confiné de la salle de briefing comme un couteau de combat traversant une toile. Le lieutenant Bruno, acier, martel, une montagne de muscles de 1m95 du commando Hubert, a saisi la blouse médicale du sergent Raphaël Chevalier à deux mains et l'a déchiré du col à la poitrine. Le tissu lacéré a heurté le sol en béton avec un bruit sourd qui, dans le silence soudain, a semblé résonner plus fort qu'un coup de feu. Je n'ai pas besoin d'une baby-sitter. Sa voix a tonné dans la pièce, de la salive volant de ses lèvres tandis que son visage se tordait de rage. Raphaël est resté figé, son M58 écrasé par la silhouette imposante de l'opérateur, ses mains tremblantes serrant sa trousse médicale contre sa poitrine comme un bouclier incapable de la protéger de ce qui se passait. 12 opérateurs des commandos marines formaient un cercle autour d'elle, leurs yeux portant le calcul froid de prédateurs jaugeant leur proie. L'un d'eux, une bête d'homme avec un tatouage de crâne grimpant le long de son cou, a donné un coup de pied dans une chaise en métal qui a traversé la pièce. Elle s'est écrasée contre le mur à quelques centimètres de la tête de Raphaël, le fracas réverbérant à travers ses os. Écoute bien, la fille au pansement. Martel s'est approché, son haleine empestant le tabac et le whisky de la veille balayant son visage. Demain, on patrouille dans le secteur 7, en plein pays taliban. Tu seras morte dans les 5 premières minutes, et je ne laisserai aucun de mes gars risquer sa vie pour sauver une infirmière inutile qui ne peut même pas regarder un vrai guerrier dans les yeux. Sa main massive s'est abattue, attrapant son col et la soulevant du sol, ses bottes pendant impuissantes alors qu'elle luttait pour respirer. Raphaël n'a pas crié, n'a pas supplié, ses petits yeux bruns fixés sur les siens, stables malgré la peur qui parcourait ses veines. Mais dans les 24 heures, ce même homme serait allongé entre ses mains, ses intestins se déversant sur la terre afghane, la suppliant de lui sauver la vie. Si ce moment de tension militaire brute vous tient en haleine, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne. Ce ne sont pas que des histoires. Ce sont des hommages aux héros méconnus qui prouvent que le courage se présente sous toutes les formes. Votre soutien est essentiel pour maintenir en vie ces récits de bravoure. Maintenant, retournons dans cette salle de briefing où le calvaire de Raphaël ne fait que commencer. Martel a relâché sa prise et Raphaël est tombé sur le sol, ses genoux heurtant le béton avec un craquement douloureux. Elle s'est redressée lentement, ajustant ce qui restait de son uniforme déchiré avec des mains qui refusaient de cesser de trembler. La porte s'est ouverte brusquement et le colonel Sarah Hiver est entré d'un pas décidé, ses yeux perçants balayant la scène. Le tissu déchiré sur le sol. L'état débraillé de Raphaël. Les commandos formant un cercle de prédateurs. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Sa voix a tranché l'air épais de testostérone comme une lame. Martel s'est redressé, sans même prendre la peine de cacher son mépris. Colonel, nous avons besoin d'un vrai infirmier de combat, pas de ça. Il a fait un geste dédaigneux vers Raphaël. Ce boulet. Elle va faire tuer de bons soldats. La mâchoire d'Hiver s'est crispée, son regard passant de Martel à Raphaël, qui se tenait silencieuse, un filet de sang coulant de l'endroit où ses genoux avaient heurté le sol. Le sergent Chevalier reste. C'est un ordre direct, lieutenant. Les commandos ont éclaté en murmures de colère. L'un d'eux, à peine sorti de l'entraînement à en juger par son arrogance de jeune premier, a attrapé une bouteille d'eau et l'a jetée contre le mur près de la tête de Raphaël. L'eau a explosé sur le béton, les gouttelettes frappant son visage comme des éclats d'obus. « C'est des conneries », a-t-il crié. « On ne fait pas de babysitting. » Dans les commandos. Hiver a fait un pas en avant, sa voix tombant à un murmure dangereux. Une autre remarque de ce genre, et vous expliquerez à l'amiral Dubois pourquoi son équipe d'élite ne peut pas suivre des ordres simples. Rompez. Les commandos sont sortis en file indienne, chacun s'assurant de heurter l'épaule de Raphaël en passant. Martel était le dernier, s'arrêtant pour se pencher, ses lèvres à quelques centimètres de son oreille. Tu ferais mieux de prier le Dieu auquel tu crois que tout se passe bien demain. Parce que si ce n'est pas le cas, si un de mes gars est blessé à cause de toi. Il a laissé la menace en suspens, puis s'est redressé et est sorti, laissant Raphaël seul avec le colonel. Hiver a attendu que la porte se ferme avant de parler. Je sais que ce qu'ils ont fait est inacceptable, sergent, mais j'ai besoin de vous pour cette mission. Pouvez-vous le gérer? Raphaël a finalement trouvé sa voix, calme mais ferme. Oui, mon colonel. Je peux le gérer. Hiver l'a étudié un long moment, puis a hoché la tête. Allez vous nettoyer. Briefing à 6 heures. Alors que le colonel partait, Raphaël s'est penché pour ramasser les morceaux déchirés de son uniforme, ses mains enfin stables. Elle avait connu pire, bien pire. Le souvenir l'a frappé comme un coup physique alors qu'elle pliait le tissu déchiré. Une autre époque, un autre lieu, mais les mêmes voix méprisantes. Envoyer un vrai médecin, pas une fille qui joue aux soldats. C'était il y a 3 ans, dans un endroit qui n'existait pas officiellement, lors d'une mission qui n'avait jamais eu lieu. Elle a refoulé le souvenir,
l'a enfermée avec tous les autres. Il y aurait du temps pour les souvenirs plus tard. Pour l'instant, elle avait du matériel à préparer. La salle des fournitures médicales était son sanctuaire, le seul endroit de la base opérationnelle avancée Chapman où elle pouvait travailler sans que des yeux jugent chacun de ses mouvements. Elle a étalé sa trousse médicale tactique sur la table en métal, passant en revue chaque composant avec une précision de métronome. Les agents hémostatiques conçus pour arrêter les hémorragies artérielles en quelques secondes. Les instruments chirurgicaux d'urgence, chacun sélectionné au fil d'une expérience brutale. Les substituts de sang synthétique qui coûtaient 10 fois leur équivalent civil, mais qui pouvaient faire la différence entre un cercueil drapé d'un drapeau et un soldat rentrant chez lui. Ses doigts bougeaient avec une efficacité qui témoignait d'innombrables heures sous le feu, de décisions prises lorsque les secondes comptaient pour des vies. Ça, ce n'est pas la dotation standard. La voix l'a fait se figer. Le maître Martin, Doc Williams, l'infirmier-chef de l'équipe commando, se tenait dans l'embrasure de la porte. Contrairement aux autres, son ton était empreint de curiosité plutôt que de mépris. Il avait observé travailler, notant la façon dont elle organisait ses fournitures, non pas selon le manuel, mais selon les dures leçons du combat. Les mains de Raphaël ont repris leur mouvement, vérifiant les pinces artérielles. Une partie ne l'est pas. Elle a gardé sa voix neutre, professionnelle. Doc Williams s'est approché, ses yeux expérimentés remarquant des détails que d'autres avaient manqués. La façon dont elle testait chaque garrot avec un mouvement de torsion spécifique. Les fournitures chirurgicales supplémentaires cachées dans des espaces qu'un infirmier ordinaire ne penserait pas à utiliser. La petite fiole de kétamine dissimulée parmi la morphine, utile pour certains types de chirurgie de campagne que la plupart des infirmiers ne tentaient jamais. Cette cicatrice sur votre bras, dit-il doucement, l'ayant remarqué lorsque sa manche s'est relevée. Ça ne vient pas d'un IED. Trop précise. On dirait qu'elle vient d'un couteau de combat. Raphaël a baissé sa manche, mais pas avant qu'il n'ait aperçu d'autres cicatrices. Une carte routière de la violence écrite sur sa peau. Accident d'entraînement, dit-elle, le mensonge lisse et rodé. Williams n'a pas insisté, mais elle pouvait voir les questions dans ses yeux. Bien, qu'il se pose des questions. Demain, quand les balles commenceraient à fuser, les questions seraient le cadet des soucis de tout le monde. L'après-midi a été consacré à une séance de tir obligatoire, et les commandos se sont assurés que Raphaël soit la dernière en ligne. Ils ont pris leur position avec l'arrogance décontractée de guerriers d'élite, leurs tirs se groupant étroitement à 300 mètres. Regarde et apprends comment tirent les vrais opérateurs, a lancé Martel. Ces balles ont percé des trous parfaits au centre de la masse de sa cible. Les autres ont suivi, leur précision au tir étant une démonstration d'années d'entraînement et d'innombrables cartouches tirées. Ils étaient bons, très bons, des tueurs professionnels au sommet de leur article. Quand le tour de Raphaël est venu, l'un des plus jeunes commandos, le binôme de Rodriguez, Jenkins, accidentellement donné un coup de pied dans sa caisse de munitions, en voyant les cartouches rouler sur le béton. « Oups !» a-t-il dit avec un sourire qui avait toute la chaleur du sourire d'un prédateur. « J'ai les mains qui glissent. » Le maître de tir, un sergent de l'armée de terre grisonnant qui en avait trop vu pour se soucier des drames interarmés, a simplement secoué la tête et attendu. Raphaël s'est agenouillé, ramassant les munitions éparpillées avec la même patience méthodique qu'elle avait montrée toute la journée. Elle a chargé son chargeur, le mouvement fluide et économique, puis a pris sa position. Le fusil semblait familier dans ses mains, un vieil ami qu'elle n'avait pas revu depuis trop longtemps. Elle s'est installée dans sa posture, et quelque chose a changé dans l'air. Les rires des commandos se sont tus alors qu'ils observaient son corps adopter naturellement une position de tir qui criait l'entraînement avancé. Sa respiration a ralenti, le monde se rétrécissant au guidon et à la cible au-delà. 5 tirs, 5 secondes. Le maître de tir annonçait le cessez-le-feu et a ramené la cible. 5 trous si groupés qu'ils ressemblaient à une seule blessure déchiquetée. Tous des tirs à la tête à 300 mètres. Le silence s'est étiré jusqu'à ce que Jenkins marmonne. Tir chanceux. N'importe qui peut avoir de la chance une fois. Mais Martel ne regardait pas la cible. Il fixait la posture de Raphaël, la façon dont elle avait contrôlé le recul du fusil, les fondamentaux du tir qui prenaient des années à perfectionner. Ses yeux se sont plissés, mais avant qu'il ne puisse parler, elle avait déjà sécurisé son arme et reculé, le visage aussi vide qu'un brouillard matinal. Ce soir-là, le mess était le chaos habituel de voix fortes et de plateaux qui s'entrechoquent. Raphaël a trouvé une table vide dans un coin, préférant la solitude à la confrontation inévitable qui découlerait du fait de s'asseoir avec les autres. Elle avait à peine commencé à manger quand quelqu'un a renversé une bouteille de sauce piquante sur son plateau. Un liquide rouge s'est répandu comme du sang sur sa nourriture. Mais un peu de piment, ma belle. Le caporal Brox a ri, tapant dans la main d'un autre commando alors qu'il passait. Faut endurcir cet estomac fragile pour demain.
Une serviette est apparue dans sa vision périphérique. Le caporal Élise Picard, l'une des rares autres femmes sur la base, l'a glissée sur la table avant de s'asseoir sans y être invitée. « Ce sont des connards », dit Élise doucement, en regardant les commandos se rassembler à leur table habituelle comme des loups autour d'une proie. Ce qu'ils font n'est pas juste. Raphaël a essuyé la sauce de son plateau, sauvant ce qu'elle pouvait de son repas. J'ai connu pire. Les mots sont sortis plats, porteurs d'un poids qui a fait légèrement écarquiller les yeux d'Élise. Ça ne le rend pas juste pour autant, a insisté Élise, puis elle s'est penchée plus près, sa voix baissant. D'un ton. Écoute, je ne devrais probablement pas dire ça, mais j'ai entendu des choses sur toi. De bonnes choses. La main de Raphaël s'est immobilisée sur sa fourchette. Vous vous trompez de personne. Élise a secoué la tête. Bâtiment 3, sous-sol. Il y a quelque chose là-bas que tu devrais voir si tu as besoin de munitions contre eux. Pas des balles, mais l'autre sorte. Elle s'est levée rapidement, comme si elle avait peur d'être vue en train de parler trop longtemps avec la paria. Fais juste attention demain. Certains d'entre nous savent que tu mérites mieux que ça. Alors qu'Élise s'éloignait, Raphaël a remarqué le maître principal Rodriguez qui observait de l'autre côté de la pièce. L'expression du sous-officier supérieur des commandos était illisible, mais ses yeux avaient un regard calculateur qu'elle avait déjà vu. Il était en train de reconstituer quelque chose, de relier des points que d'autres avaient manqués. Bien. Qu'il s'interroge aussi. Demain répondrait à toutes les questions, qu'il veuille de ses réponses ou non. Les mains de Raphaël tremblaient alors qu'elle reconditionnait sa trousse médicale tactique avancée contenant des agents hémostatiques de qualité militaire et des instruments chirurgicaux d'urgence initialement développés pour la médecine de combat des opérations spéciales. Les fournitures spécialisées pour traumatisme, y compris les pinces artérielles et les substituts sanguins synthétiques, coûtaient plus de 10 fois leurs équivalents civils, mais pouvaient faire la différence entre la vie et la mort sur le terrain. Chaque composant avait été sélectionné au fil d'années d'expérience sur le champ de bataille, conçu pour fonctionner dans les conditions de combat les plus rudes imaginables. L'obscurité d'avant l'aube enveloppait la fob Chapman comme un linceul alors que Raphaël se dirigeait vers la salle de briefing. 5h45, 15 minutes en avance, mais les commandos étaient déjà là, leur visage peint de la confiance décontractée d'hommes qui n'avaient jamais rencontré une situation dont ils ne pouvaient pas se sortir à coups de feu. Elle prit un siège au fond, essayant de se rendre invisible, mais la voix de Martel trancha sa tentative d'anonymat. « Tiens, regarde qui est là. Je pensais que tu aurais pu développer un cas soudain de stress post-traumatique. » Les rires étaient cruels, prédateurs. L'un des commandos, le second maître Thompson, fit mine de vérifier sa pochette médicale. « J'ai mes propres pansements, lieutenant. On peut la laisser derrière ?» Le colonel Hiver entra avant que Martel ne puisse répondre. Sa présence a immédiatement commandé l'attention. Le briefing était direct. Une patrouille de présence à travers le secteur 7, montrant le drapeau dans une zone où l'influence talibane avait augmenté. Simple en théorie, mortel en pratique. L'itinéraire les mènerait à travers la vallée de Tangi, un couloir étroit flanqué de hauteur de chaque côté. Un terrain parfait pour une embuscade. Tandis qu'Hiver exposait la mission, Raphaël se surprit à étudier la carte du terrain avec une inquiétude croissante. Quelque chose dans l'itinéraire de la patrouille la dérangeait, une familiarité qu'elle ne parvenait pas à situer. « Des questions ?» demanda Hiver à la fin du briefing. Raphaël leva la main, s'attirant les grognements des commandos. « Mon colonel, l'itinéraire nous fait passer par un point de passage obligé naturel aux coordonnées 38 Roméo Québec Mike. Ne devrions-nous pas envisager ?» Martel la coupa avec un éclat de rire. « L'infirmière veut jouer au tacticien maintenant. Reste dans ton domaine, chevalier. Laisse la planification opérationnelle aux opérateurs. » Les autres commandos se joignirent à la moquerie, mais Raphaël remarqua que Doc Williams et le maître principal Rodriguez échangeaient des regards. Ils avaient vu les mêmes choses qu'elle. La route était dangereuse, prévisible, mais l'ego de Martel ne lui permettrait pas de prendre en compte l'avis de quelqu'un qu'il avait déjà jugé sans valeur. Le convoi se composait de 4 1V blindés. Et surprise, Raphaël fut affecté au dernier véhicule, la queue de peloton, la position la plus vulnérable. Elle monta à bord pour se retrouver entourée de 3 des plus fervents partisans de Martel, y compris Jenkins, qui l'accueillit avec un rictus. « Essaie de ne pas vomir quand les tirs commenceront, princesse. Le sang, c'est très différent quand ce n'est pas dans tes beaux manuels médicaux bien propres. » Raphaël sécurisa son équipement et vérifia son fusil. Des mouvements automatiques après des années de pratique. Ce faisant, quelque chose de petit et blanc attira son attention. Un papier plié glissé dans sa trousse. Le mot d'Élise. Elle le prit dans sa paume, lisant rapidement. « Bâtiment 3, sous-sol, si tu as besoin de preuves. » Preuves de quoi ?
Elle rangea le mot alors que le convoi commençait à rouler. Les rues du village local défilaient. Des femmes en burqa rentrant leurs enfants. Des hommes observant avec des expressions qui pouvaient signifier tout et rien. Le trafic radio était professionnel mais tendu. Tout le monde le sentait. Cette sensation électrique avant la tempête. Raphaël se surprit à vérifier inconsciemment son équipement à nouveau. Ses doigts trouvant les fournitures cachées que Doc Williams avait remarquées. La kétamine, la trousse chirurgicale supplémentaire, les outils pour des procédures que la plupart des infirmiers ne tentaient jamais parce que la plupart des infirmiers n'avaient pas été là où elle avait été, n'avaient pas appris de ceux de qui elle avait appris. Secteur 7 dans 5 minutes, rapporta le véhicule de tête. La vallée de Tangy s'ouvrait devant eux comme une bouche attendant de les avaler tout entiers. Des hauteurs de chaque côté. Des champs de rochers parfaits pour dissimuler des combattants et ce maudit point de passage obligé qui approchait à grands pas. Raphaël actionna sa radio. Tenta une dernière fois. Rouge 1, ici Rouge 4, recommande que nous. Rouge 4, maintenez la discipline radio. La voix de Martel crépita en retour, dégoulinante de mépris. Garde tes bavardages pour annoncer notre position quand tu seras inévitablement pétrifié. Jenkins rit. Le LT t'a bien cerné, Doc. Peut-être qu'à notre retour, tu pourras demander une mutation dans un endroit plus sûr. J'ai entendu dire que la cantine a besoin. Le monde a explosé. L'IED a détonné directement sous le deuxième véhicule, soulevant le 1V de plusieurs tonnes dans les airs comme un jouet. Il est retombé sur le côté, les flammes léchant déjà le réservoir de carburant. Puis les montagnes ont éclaté sous les tirs d'armes légères. Le crépitement distinctif des AK-47 se mêlant au sifflement des RPG. Contact. Contact. 360 degrés. La radio a explosé de voix alors que l'entraînement de Raphaël prenait le dessus. Elle était sortie du véhicule avant même que la pensée consciente ne la rattrape. Trousse médicale en main, fusil en bandoulière, se déplaçant vers le 1V détruit alors que les balles sifflaient près de sa tête comme des frelons en colère. À l'intérieur du véhicule en feu, elle pouvait voir du mouvement. Quelqu'un était en vie. Les commandos ripostaient, leur entraînement évident dans les volets disciplinés, mais ils étaient cloués au sol. Un autre RPG a traversé la vallée, impactant près du véhicule de tête. Ce n'était pas une attaque de harcèlement. C'était une embuscade délibérée et bien planifiée. Raphaël a atteint le 1V renversé, la chaleur des flammes lui brûlant le visage. 2 commandos étaient piégés à l'intérieur, l'un inconscient, l'autre hurlant alors que les flammes lui léchaient les jambes. Sans hésiter, elle a plongé à travers le cadre tordu de la portière. La chaleur était écrasante, la fumée remplissant ses poumons alors qu'elle attrapait le commando conscient. Peterson, son esprit a fourni à travers le chaos. Elle l'a traîné dehors, ses cris perçants à travers la fusillade, puis a replongé pour l'inconscient. Les flammes se propageaient, les munitions commençaient à exploser. Elle a attrapé le second homme sous les bras et a tiré avec une force née du désespoir. Et de quelque chose de plus, quelque chose gagné dans des endroits dont les noms étaient classifiés. Alors qu'elle sortait du véhicule, celui-ci a explosé, la déflagration la projetant en avant. Elle a couvert les blessés de son corps alors que des éclats sifflaient au-dessus de sa tête. Infirmier. Le cri est venu du véhicule de tête, puis un autre du troisième. Tout le monde subissait des pertes. Raphaël a regardé les 2 hommes qu'elle avait sortis du 1V en feu. Peterson avait des brûlures au 2e degré aux jambes, mais il vivrait. L'autre, Kowalski, saignait d'une blessure à la tête, mais respirait. Elle a fait le choix impossible de l'infirmier de combat et s'est dirigée vers les cris les plus forts. Sa façon de se déplacer ne ressemblait à celle d'aucun infirmier que les commandos avaient jamais vu. Elle ne courait pas en ligne droite, mais se déplaçait d'abri en abri, synchronisant ses mouvements avec les schémas de tir de l'ennemi. Quand elle a atteint le véhicule de tête, elle a trouvé exactement ce qu'elle craignait. Martel était à terre. Le RPG avait détonné contre le blindage du véhicule, et bien qu'il n'ait pas pénétré, le Spalling avait fait son œuvre. Martel gisait à moitié hors de la trappe du commandant, son abdomen déchiré, les intestins se déversant comme des serpentins grotesques. Ses yeux, qui quelques heures plus tôt l'avaient regardé avec un tel mépris, ne contenaient plus que la terreur et la douleur. « Aidez-moi » alta-t-il, du sang écumant à ses lèvres. « S'il vous plaît » Les mains de Raphaël ont bougé sans hésitation, coupant son équipement pour évaluer les dégâts. C'était grave. Catastropiquement grave. Le genre de blessure qui tue les hommes pendant que leurs camarades regardent impuissants. Mais Raphaël avait vu pire, avait réparé pire dans des endroits où l'échec signifiait plus qu'une seule mort, où la mission dépendait de la survie du personnel clé contre toute attente. Rouge 4. Quel est votre statut? La voix de Doc Williams crépita dans son oreillette. Il était cloué au sol près du 3e véhicule,
soignant ses propres blessés. Rouge 4 a plusieurs blessés de catégorie alpha, répondit-elle, utilisant la terminologie médicale pour ceux qui avaient besoin d'une intervention chirurgicale immédiate ou qui allaient mourir. J'ai besoin que vous mainteniez votre position. Je m'en occupe, chevalier. Il a besoin d'un chirurgien, pas d'un. La transmission de Williams fut coupée par une autre explosion qui secoua la vallée. Les talibans intensifiaient leur attaque, essayant de submerger le convoi. Le temps manquait. Raphaël a pris sa décision. De sa trousse, elle a sorti des fournitures qu'aucun infirmier ordinaire ne transportait. La kétamine fut la première, assez pour calmer la douleur, mais pas assez pour assommer complètement Martel. Elle avait besoin de lui conscient. Besoin qu'il se batte pour vivre. « Écoutez-moi, dit-elle, sa voix tranchant à travers sa panique. Ça va faire plus mal que tout ce que vous avez jamais ressenti. Mais vous allez vivre. Vous comprenez? Vous allez vivre. » Ses mains travaillaient avec une vitesse et une précision qui témoignaient d'endroits plus sombres, de choix plus difficiles. Elle a pansé la blessure, clampant les vaisseaux sanguins avec une expertise qui allait au-delà de la médecine de combat standard. Quand elle a suturé les intestins, une procédure qui aurait dû être impossible sous le feu, ses mains n'ont jamais tremblé malgré les balles impactant à quelques centimètres. Mais le feu ennemi s'intensifiait. Des RPG encadraient leur position, et les commandos manquaient de munitions. Ils avaient besoin de soutien, et ils en avaient besoin maintenant. C'est alors que Raphaël a fait quelque chose qui serait plus tard classifié dans le rapport après-action. Elle a basculé sa radio sur une fréquence qu'elle n'aurait pas dû connaître, utilisant des indicatifs d'appel qui n'étaient pas censés exister. Faucon 6, ici Fantôme 71. Troupe au contact. Demande de tir d'appui rapproché, coordonnées 38 Roméo Québec Mike 4521. Hjälpte. Danger proche. Ami marqué par stroboscope hier. Tir sur objectif. Maintenant, maintenant, maintenant. La radio est restée silencieuse, puis une voix, confuse mais professionnelle. Fantôme 71. Authentifies. Echo Charlie. Sans perdre un instant, tout en continuant à travailler sur les blessures de Martel, Raphaël a récité un code d'authentification qui avait été gravé dans sa mémoire il y a 3 ans. Une autre pause. Puis, Fantôme 71, ici Faucon 6. Obus en route. 30 secondes. Mettez vos hommes à couvert. Tous les éléments rouges, à couvert, a diffusé Raphaël sur le réseau tactique. Artillerie en approche. Danger proche. Elle s'est jetée sur Martel alors que le monde se transformait en tonnerre et en flammes. Le barrage était placé avec précision, remontant les lignes de crête où les combattants talibans s'étaient positionnés. Chaque obus a atterri exactement là où il ferait le plus de dégâts à l'ennemi tout en évitant le convoi. C'était le genre de direction de tir qui prend des années à maîtriser. Le genre qui vient en appelant des frappes tandis que les balles sifflent au-dessus de votre tête et que vos amis meurent autour de vous. En voyant Raphaël endurer ce traitement en silence, sachant qu'elle doit se prouver non pas par des mots mais par des actions, que feriez-vous à sa place? Riposteriez-vous ou attendriez-vous le bon moment? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos pensées, car parfois les batailles les plus difficiles sont menées avant même que le véritable ennemi n'apparaisse. Maintenant, regardez ce qui se passe lorsque leur convoi entre dans la zone de la mort. Alors que le convoi entrait en territoire hostile, la tablette tactique de Raphaël affichait des images satellites en temps réel grâce à des systèmes de communication cryptés de qualité militaire conçus pour la collecte de renseignements des opérations spéciales. L'appareil renforcé, capable de survivre aux explosions d'IED et aux températures extrêmes, offrait une connaissance du champ de bataille généralement réservé aux éléments de commandement. Son processeur avancé pouvait calculer les coordonnées d'artillerie et maintenir une liaison montante sécurisée, même sous une forte guerre électronique. Des fonctionnalités qui s'avéreraient critiques dans l'embuscade à venir. L'artillerie avait brisé l'embuscade, mais le combat n'était pas terminé. Les combattants talibans, sonnés mais pas vaincus, ont commencé à se regrouper pour un nouvel assaut. Raphaël pouvait entendre leur commandant crier en pachto, essayant de rallier leurs forces. Elle comprenait chaque mot, une autre compétence qui ne figurait pas dans son dossier officiel. Il prévoyait de charger le convoi, acceptant des pertes pour submerger les Français. Mais d'abord, elle devait finir de sauver Martel. Travaillant d'une main tout en tirant avec son HK-416 de l'autre, elle a terminé la chirurgie de campagne qui aurait dû être impossible. Les intestins de Martel étaient de retour à l'intérieur, maintenus en place par des sutures qui feraient pleurer de jalousie les chirurgiens de manuel. L'hémorragie était contrôlée, ses signes vitaux se stabilisaient. Il vivrait s'il pouvait sortir de cette vallée. Fantôme 71, ici Faucon 6. Seconde mission prête. Annoncer le tir. L'artillerie était prête pour une autre frappe, mais Raphaël pouvait voir le problème. Les talibans étaient trop proches maintenant.
Le danger proche était devenu des troupeaux. Contact. Toute artillerie, maintenant, serait aussi susceptible de tuer des Français que des ennemis. Faucon 6, ici Fantôme 71, négatif sur la seconde mission. Amis et ennemis entremêlés. Nous allons devoir le faire à la dure. Elle a de nouveau changé de fréquence. Évacuation sanitaire 33, ici Fantôme 71. J'ai besoin d'une évacuation médicale immédiate aux coordonnées 38 Roméo Québec Mike 4521. Multiples blessés catégorie Alpha. Zone d'atterrissage chaude. Reçu. La voix du pilote d'évacuation médicale revint, tendue mais déterminée. Fantôme 71. Ici évacuation sanitaire 33. Roger pour la zone d'atterrissage chaude. ETA 8 minutes. Pouvez-vous tenir 8 minutes sous le feu? 8 minutes, c'était une éternité. Plusieurs éternités. Raphaël a évalué la situation du convoi. La moitié des commandos étaient blessés. Les munitions s'épuisaient. Et les talibans se rapprochaient. Ils ne tiendraient pas 8 minutes à moins que quelque chose ne change. C'est alors que le maître principal Rodriguez est apparu à ses côtés, du sang coulant d'une éraflure sur sa tempe. « Chevalier », dit-il, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant. Du respect. Cette mission de tir était parfaite. Où diable avez-vous? Sa question fut coupée par le claquement distinctif d'un fusil de sniper Dragunov. Un commando dans le troisième véhicule s'est effondré. Sniper à 2 heures. Environ 400 mètres. Cria quelqu'un. Raphaël était déjà en mouvement. Elle a saisi le fusil le plus proche avec une lunette, un système de sniper semi-automatique Scar HPR, et a trouvé une position. À travers la lunette, elle pouvait voir l'éclair de la bouche du canon depuis la cachette du sniper taliban. Le tir serait difficile, en montée, à travers la fumée, avec un vent qu'elle pouvait sentir mais pas mesurer avec précision. Mais elle avait fait des tirs plus difficiles dans des conditions pires, lorsque plus que sa seule vie en dépendait. Elle a pris une inspiration, en a expiré la moitié, et a pressé la détente. Le fusil a reculé contre son épaule, et à 400 mètres de là, le sniper taliban s'est affaissé sur son arme. Putain de merde, assoufflé Jenkins. Il avait regardé, avait vu le tir que la plupart des snipers entraînés auraient trouvé difficile. C'était. Mais il n'y avait pas de temps pour l'émerveillement. Les talibans lançaient leur assaut final. Des combattants dévalant des lignes de crête dans un assaut en vague humaine. C'était le moment décisif. C'est alors que Raphaël a fait un choix qui entrait ses rêves mais sauverait des vies. Elle a de nouveau sorti sa tablette tactique, ses doigts volant sur l'écran. Tous les éléments rouges, a-t-elle diffusé, marquant les positions ennemies avec un laser IR à onde continue, gardez la tête baissée. De sa trousse, elle a sorti un désignateur laser infrarouge, un autre équipement qu'aucun infirmier normal ne transporterait. Elle a commencé à peindre les positions talibanes, le faisceau invisible marquant des cibles pour quelque chose que l'ennemi ne verrait pas venir. Très haut au-dessus, un avion de combat qui patrouillait en dehors de la zone d'opération a reçu de nouvelles données de ciblage. La voix du pilote crépita dans son oreillette. Fantôme 71, ici Spectre 41, j'ai votre marquage, autorisé à engager. Raphaël a regardé les talibans qui avançaient, ses camarades blessés, Martel, qui était encore assez conscient pour la fixer avec quelque chose qui approchait de l'admiration. Spectre 41, ici Fantôme 71, autorisé à engager. Faites pleuvoir. La nuit s'est transformée en jour alors que les armes de l'avion de combat se sont déchaînées. Le canon de 30 mm ressemblait à Dieu se raclant la gorge, suivi par le bruit sur des bombes guidées. Chaque rafale était placée avec précision, suivant le désignateur laser de Raphaël alors qu'elle le promenait à travers les positions talibanes. L'assaut en vague humaine s'est désintégré sous la puissance de feu écrasante. Les combattants qui, quelques instants auparavant, chargeaient, se bousculaient maintenant pour trouver un abri qui n'existait pas. Évacuation sanitaire 33, à 1 minute. Les rotors de l'hélicoptère d'évacuation médicale sont devenus audibles par-dessus la fusillade, mais l'atterrissage serait encore dangereux. La zone d'atterrissage était chaude et les combattants talibans tiraient encore depuis des positions couvertes. C'est alors que les commandos ont prouvé pourquoi ils étaient une élite. Blessés ou non, ils ont formé un périmètre, établissant un feu de suppression avec la précision disciplinée d'hommes qui avaient fait cela 100 fois auparavant. Et au centre de tout cela se trouvait Raphaël. Toujours en train de soigner les blessés, toujours en train de demander un appui-feu, toujours en train de faire l'impossible. Le Caracal s'est posé dans une tornade de poussière et de débris. Raphaël et Doc Williams ont supervisé le chargement des blessés, en priorisant en fonction des blessures. Martel est parti en premier. Malgré tout, ses blessures étaient les plus mortelles. Alors qu'il le chargeait,
il a attrapé le bras de Raphaël avec une force surprenante. « Chevalier » halta-t-il à travers la douleur. « Je suis désolé. Je ne savais pas. Je ne comprenais pas. » Elle a croisé son regard et pour la première fois depuis le début de cette épreuve, a laissé paraître une pointe d'émotion. « Gardez vos forces, lieutenant. Vous pourrez vous excuser correctement quand vous ne tiendrez plus vos tripes. » Mais il n'y avait aucune animosité dans ces mots, et Martel a réussi ce qui aurait pu être un sourire avant que la morphine ne l'emporte. D'autres hélicoptères sont arrivés. Des tigres fournissant une couverture, des caracals supplémentaires pour les blessés légers et l'équipement. Alors qu'il décollait, Raphaël s'est enfin autorisé un moment pour respirer. Ses mains étaient couvertes de sang. Celui de Martel, de Peterson, le sien provenant de coupures qu'elle n'avait pas remarquées. Son uniforme était déchiré et brûlé. Son équipement dispersé ou épuisé. Mais ils étaient en vie. Tous. Même ceux qui avaient essayé de la briser. Jenkins était assis en face d'elle dans le caracal, la fixant avec une expression partagée entre l'admiration et la honte. « Cette fréquence que tu as utilisée, » a-t-il dit, devant crier par-dessus les rotors. Ces indicatifs, Fantôme 71. C'est. Il s'est interrompu, incapable ou peu disposé à finir sa pensée. C'est classifié, a terminé Raphaël pour lui, sa voix portant malgré le bruit. Et ça va le rester. Mais Jenkins n'avait pas fini. Ta façon de bouger, de tirer, les procédures médicales, aucun infirmier ne peut faire ça. Aucun infirmier ordinaire. Il a fait une pause, déglutissant difficilement. Qui es-tu vraiment? Raphaël a regardé par le hublot les montagnes afghanes qui s'éloignaient en dessous. Le pilier de fumée s'élevant encore du site de l'embuscade. Elle a pensé aux mots dans sa poche, au sous-sol du bâtiment 3, au secret qu'il valait mieux laisser enterrer. Mais ces hommes avaient saigné à ses côtés maintenant. Ils avaient mérité une part de la vérité. « Je suis quelqu'un qui a fait une promesse », a-t-elle dit finalement, de toujours ramener tout le monde à la maison, peu importe le coût. Le reste du vol s'est déroulé en silence. Chaque homme perdu dans ses propres pensées. Ils étaient entrés dans cette vallée avec une infirmière qu'ils avaient méprisée, essayé de briser, traitée comme moins qu'humaine. Ils en sortaient en devant leur vie à quelqu'un qui s'était révélé plus guerrière qu'aucun d'eux ne l'avait imaginé. Mais la vérité complète, celle-là était encore cachée, encore protégée par des classifications et des besoins de savoir. Le mystère de Fantôme 71 les entrait. Mais les preuves étaient claires. Raphaël Chevalier n'était pas une infirmière ordinaire. Elle ne l'avait jamais été. À l'hôpital de campagne, un chaos contrôlé régnait alors que médecins et infirmiers s'affairaient autour des blessés. Raphaël a supervisé le transfert, fournissant des rapports détaillés sur l'état de chaque patient et les interventions qu'elle avait effectuées. Le chirurgien de garde, un médecin-chef avec 20 ans d'expérience, écoutait avec un étonnement croissant. « Vous avez effectué une réparation intestinale sous le feu avec un équipement de terrain de base. » Il examina les sutures de Martel, secouant la tête. « C'est un travail que j'attendrais d'un chirurgien traumatologue, pas d'un infirmier de terrain. Où avez-vous été formé? » « Par-ci, par-là, répondit Raphaël, esquivant comme elle le faisait toujours. Il a besoin d'une laparotomie complète, mais il s'en sortira. La reparación tendrá. Le médecin-chef la fixa un long moment, puis hocha la tête. Je m'assurerai que l'équipe chirurgicale sache qu'elle prend la suite d'un travail d'expert. Alors qu'il s'éloignait, Raphaël l'entendit murmurer à un collègue. Ce n'est pas de la médecine de terrain. C'est de l'art. Mais elle était déjà en mouvement, vérifiant les autres blessés, s'assurant que chacun était stable. L'adrénaline se dissipait maintenant, laissant place à l'épuisement. Ses mains avaient finalement commencé à trembler, non pas de peur, mais de la réaction retardée d'un corps poussé au-delà de ses limites. Sergeant Chevalier. La voix appartenait au colonel Hiver, qui était arrivé à l'hôpital dès que la nouvelle de l'embuscade avait atteint la FOB. « J'ai besoin de vous parler en privé. » Raphaël l'a suivi dans un bureau vide, remarquant le dossier dans les mains du colonel. Son estomac Senoa. Que savait Hiver? Qu'est-ce qui avait été rapporté? Le colonel ferma la porte et se tourna vers elle, son expression indéchiffrable. « J'ai reçu des transcriptions radio intéressantes, commença-t-elle. Des codes d'authentification qui ne devraient pas exister, des indicatifs d'appel qui étaient censés avoir été retirés il y a 3 ans, et un certain équipage d'avions d'appui qui est très curieux de savoir qui exactement dirigeait leurs tirs avec une telle précision. » Raphaël resta silencieuse. Parfois, la meilleure défense était l'absence de défense. Hiver continua. « J'ai aussi 12 commandos qui doivent la vie à une infirmière qu'ils ont essayé de détruire. Des hommes qui racontent maintenant à qui veulent entendre des capacités qui vont bien au-delà de la formation médicale. » Elle ouvrit le dossier,
révélant un document marqué de tampons de classification que Raphaël reconnut trop bien. Alors, j'ai fait quelques recherches, passé quelques appels à des gens qui n'existent pas officiellement. Imaginez ma surprise quand ils ont confirmé que Fantôme 71 était non seulement réel, mais qu'il était répertorié comme tué au combat il y a 3 ans. Le silence s'étira entre elles comme une respiration retenue. Finalement, Raphaël parla. On m'avait dit que mon passé était enterré, que je pouvais recommencer à zéro. L'expression d'Hiver s'adoucit légèrement. Il l'était, mais des actions comme celles d'aujourd'hui ont une façon de ressusciter les morts. La question maintenant est de savoir ce que nous faisons. Elle ferma le dossier, semblant prendre une décision. Pour l'instant, rien. Le rapport après action reflétera une performance exemplaire d'un infirmier de combat sous le feu. Les aspects inhabituels seront attribués au brouillard de la guerre. Mais Raphaël, elle utilisa son prénom pour la première fois. Les commandos savent. Ils ne connaissent peut-être pas les détails, mais ils savent que vous n'êtes pas ce que vous semblez être. Ce secret est éventé. Raphaël hocha la tête, l'épuisement faisant s'affaisser ses épaules. Je comprends, mon colonel. Je vais demander une mutation. Vous ne ferez rien de tel, interrompit Hiver. Savez-vous ce que ces hommes disent? Martel s'est réveillé pendant la préparation de l'opération. Ses premiers mots ont été pour demander si vous alliez bien. Jenkins vous propose pour une croix de la valeur militaire. Rodriguez veut que vous soyez affecté en permanence à leur équipe. Elle fit une pause, laissant cela s'imprégner. Vous êtes passé de paria à sainte patronne en une seule fusillade. Les mutations sont la dernière chose à laquelle on pense. On frappa à la porte. Entrez, appela Hiver. Doc Williams entra, toujours dans son équipement taché de sang. Désolé de vous interrompre, mon colonel, mais le sergent Chevalier doit savoir. Martel est sorti de chirurgie. Il est stable. Il demande à la voir quand elle aura un moment. Il fit une pause, regardant Raphaël avec quelque chose qui approchait de la vénération. Le chirurgien a dit que votre réparation sur le terrain lui a sauvé la vie. 10 minutes de plus et... Il secoua la tête. Bref, je pensais que vous devriez le savoir. Après son départ, Hiver se leva. Reposez-vous, sergent. C'est un ordre. Nous nous occuperons du reste plus tard. Mais alors que Raphaël se tournait pour partir, la voix du colonel l'arrêta. Une dernière chose. Le sous-sol du bâtiment 3. Quoi qu'il y ait là-bas, quel que soit le secret que quelqu'un voulait que vous trouviez. Soyez prudente. Certaines pierres sont mieux laissées intactes. La main de Raphaël trouva le mot dans sa poche. Comment Hiver savait-elle? Mais le colonel la congédiait déjà. La conversation était terminée. Le mystère s'épaississait, mais l'épuisement gagnait. Elle avait besoin de dormir. Besoin de digérer tout ce qui s'était passé. Demain, il y aurait des questions, des enquêtes, des rapports, mais ce soir, elle les avait tous sauvés. Ceux qui l'avaient détestée, humiliée, essayaient de la briser. Elle les avait sauvés quand même, parce que c'est ce que font les guerriers. Pas pour la gloire ou la reconnaissance, mais parce que c'était juste. En traversant les couloirs de l'hôpital, elle remarqua les regards. La nouvelle s'était répandue avec la vitesse que seules les rumeurs militaires peuvent atteindre. Les conversations s'arrêtaient à son passage, les yeux la suivant avec des mélanges d'admiration, de curiosité et de respect. La transformation était complète, de l'étrangère méprisée à la sauveuse mystérieuse. Mais à quel prix? Sa nouvelle vie soigneusement construite se fissurait, le passé s'infiltrant comme du sang à travers des bandages. Fantôme 71 était censé être mort. Raphaël Chevalier était censé être une personne ordinaire. Maintenant, les deux mensonges étaient exposés, et elle ne savait pas quelle identité revendiquer. La caserne était silencieuse à 3 heures du matin, lorsque Raphaël est finalement revenu de l'hôpital. Son corps bougeait en pilote automatique, la mémoire musculaire naviguant sur les sentiers sombres de la Fob Chapman, tandis que son esprit luttait avec les événements de la journée. Elle avait pris 2 douches à l'hôpital, mais elle pouvait encore sentir l'odeur cuivrée du sang, encore sentir la chaleur du 1V en feu sur sa peau. Ses mains, stables comme du granit pendant la fusillade, tremblaient maintenant d'épuisement alors qu'elle cherchait la poignée de sa porte. Sergent Chevalier. La voix venant de l'ombre la fit pivoter, l'instinct la faisant tomber en position de combat avant que la reconnaissance ne prenne le dessus. Le maître principal Rodriguez sortit de la pénombre, son bras en écharpe à cause de l'égratignure qu'il avait subie. Doucement. Je voulais juste parler. Il leva sa main valide dans un geste pacifique. Je me suis dit que tu reviendrais vers 7 heures. L'hôpital t'a finalement mise dehors? Raphaël se redressa, forçant son corps à se détendre. Quelque chose comme ça. Sa voix était rauque d'avoir crié par-dessus les tirs et les rotors. Rodriguez l'étudia un long moment,
et elle pouvait le voir cataloguer les détails. La façon dont elle avait bougé lorsqu'elle avait été surprise, le positionnement de ses pieds, la main qui avait automatiquement cherché une arme qu'elle ne portait pas. « J'ai connu un fantôme une fois, » dit-il doucement. « Un numéro différent. On était ensemble à Ramadi. En 2007. Je l'ai vu demander un appui aérien rapproché tout en traînant 2 marsouins en sécurité. La même précision que tu as montrée aujourd'hui. Le même calme impossible sous le feu. Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Ils nous ont dit qu'il était mort dans un accident d'entraînement il y a 3 ans. Tous les fantômes. Toute l'unité anéantie en une seule mauvaise nuit. Raphaël garda une expression neutre, mais son pouce accéléra. Que savait-il? Quelle part devinait-il? Les accidents d'entraînement arrivent, dit-elle, les mots comme des cendres dans sa bouche. Ouais, ça arrive. Rodriguez changea de poids, grimaçant à une douleur que le mouvement provoquait. Le truc drôle, cependant, c'est que l'accident s'est produit dans un endroit qui n'existe pas, lors d'une mission qui n'a jamais eu lieu, et chaque fantôme a été supposément tué. Sauf que leurs corps n'ont jamais été rapatriés. Juste des cercueils vides et des drapeaux pliés. L'air nocturne pesait lourdement entre eux, épais de vérités non dites. Finalement, Rodriguez soupira. « Écoute, je n'ai pas besoin des détails. Merde, je n'ai probablement pas l'habilitation pour ça. Mais Martel est en vie grâce à toi. Peterson, Kowalski, la moitié de l'équipe. Il respire parce que tu étais là. C'est tout ce qui compte pour moi. » Il commença à se détourner, puis s'arrêta. « Ce sous-sol dont on t'a parlé. Bâtiment 3. Sois prudente. Certains d'entre nous sont ici depuis assez longtemps pour remarquer des schémas. Les gens qui cherchent certaines réponses trouvent parfois plus que ce qu'ils attendaient. » Sur ce, il se fondit à nouveau dans les ombres, laissant Raphaël seul avec ses pensées et le poids des décisions à venir. Elle entra dans sa chambre, fermant la porte sur la nuit et ses questions. Mais le sommeil ne viendrait pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait les intestins de Martel se déverser. Sentait la chaleur du véhicule en feu. Entendait le sifflement de l'artillerie entrante qu'elle avait demandé en danger proche. Et en dessous de tout cela, comme une note de basse vibrant à travers ses os, se trouvait le mystère du bâtiment 3. À 6 heures, un coup à la porte brisa le peu de repos qu'elle avait réussi à trouver. Elle ouvrit pour trouver Jenkins debout, l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une nuit. Des cernes sombres entouraient ses yeux, et son attitude habituellement arrogante avait été remplacée par quelque chose de brut et d'incertain. « Sergent Chevalier. »« Raphaël. »« Je peux entrer ?» L'utilisation de son prénom était déconcertante après des jours de la fille au pansement, et pire encore. Elle s'écarta, le laissant entrer. Il se tenait maladroitement dans le petit espace, cherchant ses mots. « J'ai besoin de... » « Merde, c'est difficile. » Il passa une main dans ses cheveux. « J'ai été le plus grand connard avec toi. On l'a tous été. Mais j'ai jeté ton équipement, je me suis moqué de toi, j'ai fait de ta vie un enfer. Et puis tu nous as sauvés. Tu m'as sauvé, même après tout ça. C'est mon travail, » dit simplement Raphaël. Mais Jenkins secoua violemment la tête. « Non, non, ce n'est pas ça. Ton travail était de fournir un soutien médical. Ce que tu as fait, le soutien-feu, les procédures chirurgicales, la façon dont tu t'es battu. » Il croisa son regard et elle y vit quelque chose de brisé. « Ça fait 5 ans que je suis dans les commandos. J'ai vu des trucs de fou, mais je n'ai jamais rien vu de tel que ce que tu as fait hier. Et j'ai besoin de savoir pourquoi. Pourquoi nous sauver après ce qu'on t'a fait ?» Raphaël réfléchit soigneusement à sa réponse. Ces hommes fonctionnaient avec une monnaie de violence et d'honneur, de fraternité forgée dans le feu. Ils ne comprendraient pas la miséricorde comme une faiblesse, mais ils pourraient comprendre le devoir comme une force. « Parce que vous étiez mon équipe, » dit-elle finalement. « Peu importe que vous m'ayez accepté ou non. Au moment où j'ai été affecté à votre convoi, vos vies sont devenues ma responsabilité. Tout le reste, les trucs personnels, c'est juste du bruit quand les balles commencent à fuser. » Jenkins la fixa, puis hocha lentement la tête. « Je te propose pour une croix de la valeur militaire. » Martel recommande une autre avec citation. « Rodriguez veut te nommer pour une promotion exceptionnelle. » Il fit une pause. « Ça ne rattrapera pas la façon dont on t'a traité, mais... » « Je ne veux pas de médaille, » interrompit Raphaël. « Je veux faire mon travail sans avoir à me prouver chaque jour. » L'amertume dans sa voix les surprit tous les deux. Jenkins tressaillit. Ways. « Ouais, tu mérites ça. Et tu l'auras. Personne qui a vu ce que tu as fait hier ne remettra plus jamais en question ta place. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. « Le lieutenant veut te voir quand tu seras prête. Il est lucide et il n'arrête pas de te demander. » Après le départ de Jenkins,
Raphaël s'assit sur sa couchette, la tête entre les mains. Les médailles entraîneraient un examen minutieux, des enquêtes, des questions auxquelles elle ne pourrait pas répondre sans révéler des vérités qui devaient rester enterrées. Mais peut-être que c'était inévitable maintenant. Peut-être que Fantôme 71 ne pouvait plus rester morte. Elle prit sa décision. Le sous-sol du bâtiment 3. Quels que soient les secrets qu'il renfermait, quoi qu'Élise ait découvert, elle avait besoin de savoir. Le passé se frayait un chemin vers la surface de toute façon. Mieux valait y faire face selon ses propres termes. Le bâtiment 3 était l'une des plus anciennes structures de la base, une relique en béton de l'occupation soviétique qui avait été réutilisée d'innombrables fois. Le sous-sol était censé être un lieu de stockage, mais Raphaël trouva la porte non verrouillée, les escaliers menant dans une obscurité qui semblait plus épaisse que la simple absence de lumière. Elle descendit prudemment, sa lampe de poche fendant la pénombre. Le sous-sol était plus grand que prévu, s'étendant bien au-delà de l'empreinte du bâtiment. Des classeurs bordaient un mur, leur serrure brisée, leur contenu fouillé. Mais c'est le mur du fond qui lui coupa le souffle. Des photographies, des dizaines, épinglées sur des panneaux comme le mur de conspiration d'un journaliste d'investigation. Et sur chaque photo, des opérateurs qu'elle reconnaissait, non pas par leur visage. Leurs traits étaient toujours obscurcis par des cagoules ou l'ombre, mais par leur posture, leur équipement, les petits détails qui séparent les guerriers d'élite des simples excellents. Des opérateurs fantômes. Ses frères et sœurs d'armes, ceux qui étaient censés être morts avec elle. Je savais que tu viendrais. La voix d'Élise, venant de l'ombre, ne la surprit pas. D'une certaine manière, Raphaël s'y attendait. Le caporal sortit de l'ombre. Elle n'était plus la jeune engagée incertaine du mess. Son maintien était différent maintenant. Professionnel, dangereux. Désolé pour la tromperie, mais je devais d'abord t'évaluer. M'assurer que tu étais bien celle que les dossiers disaient que tu étais. Elle désigna les photographies. Ça fait 2 ans que je les collectionne. Chaque fois qu'un opérateur mystérieux apparaît dans les rapports après action, chaque fois que des tirs impossibles sont effectués ou que des sauvetages médicaux miraculeux se produisent là où ils ne devraient pas. Les fantômes ne sont pas morts, n'est-ce pas? Raphaël examina les photos de plus près. Kandahar, Helmand, des opérations en Syrie et en Irak qui n'ont jamais fait la une des journaux. Dans chacune, des opérateurs portant les marques subtiles de l'entraînement fantôme. Ils s'étaient dispersés aux 4 vents après cette nuit, étaient entrés dans la clandestinité, étaient devenus des personnes différentes, mais ils ne pouvaient pas cesser d'être ce qu'ils étaient. Les guerriers n'oublient pas simplement une vie d'entraînement parce que quelqu'un a tamponné « décédé » sur leur dossier. Pourquoi? Demanda Raphaël, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. Parce que quelqu'un a tué une unité entière des opérateurs les plus élites de France et a tout couvert. Parce que l'histoire officielle est une connerie. Parce que la vérité doit éclater. Élise se déplaça vers un autre panneau. Celui-ci était couvert de documents officiels, la plupart lourdement expurgés. Opération Marteau du crépuscule. Ça te dit quelque chose? Le nom frappa Raphaël comme un coup physique. Elle était de retour là-bas, soudainement, dans ce complexe au Pakistan où tout avait mal tourné. Où on les avait envoyés mourir, par quelqu'un qui voulait que l'unité fantôme soit effacée. La mission qui n'a jamais eu lieu dans un endroit qui n'existait pas. Où 24 des meilleurs guerriers de France étaient censés avoir péri. On nous a trahis, dit Raphaël, les mots sortant durs et rauques. Vendus. Les renseignements étaient délibérément faux. Le complexe était un piège. Ils savaient que nous venions. Elle toucha l'une des photos, reconnaissant la posture de Fantôme 14 malgré la qualité granuleuse. Nous en avons perdu 8 cette nuit-là. Le reste d'entre nous, on nous a donné un choix. Mourir officiellement et disparaître, ou mourir pour de vrai. Nouvelles identités, nouvelle vie. Mais nous ne pourrions plus jamais être des fantômes. Ne plus jamais travailler ensemble, ne plus jamais enquêter sur ce qui s'est passé. Suite à ces événements, les commissions médicales militaires ont étudié la chirurgie de terrain de Raphaël à l'aide de systèmes d'imagerie diagnostique avancés, initialement développés pour les centres de traumatologie en zone de combat. L'échographe portable et l'équipement de documentation numérique qu'elle avait utilisé permettaient la transmission en temps réel des données médicales aux chirurgiens de l'hôpital militaire Percy, permettant un guidage à distance qui avait sauvé la vie des 2 commandos. Cette technologie, désormais standard dans les protocoles médicaux des opérations spéciales, a révolutionné les soins d'urgence sur le champ de bataille. Élise hocha lentement la tête. Mais tu enquêtes maintenant. En te révélant hier, en utilisant ces indicatifs d'appel, tu as rompu ton accord. Ils viendront te chercher. Raphaël sourit, mais sans chaleur. Qu'ils viennent. J'ai passé 3 ans à prétendre être moins que ce que je suis. À me cacher, à jouer petit. Hier m'a rappelé qui je suis vraiment, ce dont je suis capable. Elle se tourna pour faire face à Élise.
Mais pourquoi t'en soucies-tu? Quel est ton enjeu dans tout ça? Mon frère était fantôme 9, dit Élise doucement. Il n'est pas sorti de ce complexe. Ils nous ont donné un drapeau et une histoire d'accident d'entraînement. Ma mère pense toujours qu'il est mort à cause d'une défaillance matérielle. Sa voix se durcit. J'ai passé 2 ans à rassembler les pièces du puzzle, attendant que l'un de vous refasse surface. Quand ton affectation est arrivée, quand j'ai vu certaines anomalies dans ton dossier, j'ai espéré. Et hier l'a confirmé. Le bruit de pas dans les escaliers et les filles se figeaient toutes les deux. Trop lourd pour une seule personne. Plusieurs contacts se déplaçant avec une précision tactique. Raphaël poussa Élise derrière un classeur et se positionna avec une ligne de vue dégagée sur les escaliers et une grille de ventilation qui pourrait servir de voie de fuite. Les vieilles habitudes, jamais vraiment enterrées, juste dormantes. La première silhouette apparut, arme prête, et la tension de Raphaël se relâcha. Légèrement. Doc Williams, suivi de Rodriguez et de 3 autres commandos. Ils se déployèrent professionnellement, sécurisant la pièce avant que Williams ne parle. On s'est dit qu'on te trouverait ici. Jenkins t'a vu te diriger par là. C'est une conversation privée, dit Raphaël. Mais il n'y avait pas de réelle animosité. Ces hommes avaient mérité certaines vérités. Williams rengaina son arme. Plus maintenant. Ce n'est plus le cas. Tu nous as sauvé la mise hier. Ça fait de tes problèmes nos problèmes. Il regarda autour du sous-sol, observant les photographies, les documents. Merde, c'est à propos des fantômes, n'est-ce pas? L'unité qui a été anéantie il y a 3 ans. Rodriguez s'approcha des photographies, les étudiant avec un intérêt professionnel. Sauf qu'ils n'ont pas tous été anéantis. Tu en es la preuve. Il se tourna vers Raphaël. Alors, que s'est-il vraiment passé? Avant qu'elle ne puisse répondre, une autre voix vint des escaliers. Ce qui s'est passé, c'est une opération noire qui s'est déroulée exactement comme prévu. Ils se tournèrent tous vers le nouvel arrivant. Un homme en civil, mais son maintien criait le militaire. Un militaire de haut rang. Il descendit lentement, les mains visibles, mais dégageant la confiance de quelqu'un qui n'a pas besoin d'armes pour être dangereux. Sergent Chevalier, ou devrais-je dire Fantôme 71, vous avez été difficile à trouver. Raphaël le reconnut maintenant. Le général Thomas Morin, sous-directeur du commandement des opérations spéciales. L'homme qui avait approuvé l'opération Marteau du Crépuscule. L'homme qui avait envoyé son unité à la mort. Mon général? Sa voix était stable malgré la rage qui montait dans sa poitrine. Vous venez finir ce que vous avez commencé? Morin sourit, un sourire froid et tranchant. Au contraire, je suis venu vous remercier. Votre performance d'hier, diffusée sur les réseaux tactiques, enregistrée par plusieurs unités. Vous m'avez donné exactement ce dont j'avais besoin. Il désigna le contenu du sous-sol. Tout ça, l'enquête, c'est exactement ce que nous espérions qu'il se passerait en gardant certains d'entre vous en vie. La pièce éclata. Williams et Rodriguez se placèrent aux côtés de Raphaël, leur loyauté envers elle l'emportant sur des années de conditionnement militaire. Les autres commandos semblaient confus, mais suivirent l'exemple de leur sous-officier supérieur. Élise sortit de derrière le classeur, sa main reposant sur une arme de poing que Raphaël ne savait pas qu'elle portait. Vous vouliez que nous enquêtions? L'esprit de Raphaël tournait à plein régime, reconstituant 3 ans de subterfuge. Vous vouliez que nous refassions surface. Pourquoi? Parce que les vrais traîtres sont toujours là, dit simplement Morin. Ceux qui ont réellement trahi votre unité, qui vendent des renseignements opérationnels aux plus offrants. Nous avions besoin d'un appât. Des fantômes supposément morts, mais qui pourraient refaire surface si on les poussait. Des fantômes qui attireraient les traîtres. Il sortit une tablette montrant des images satellites du site de l'embuscade de la veille. Votre convoi n'a pas été attaqué au hasard. L'itinéraire, le timing, les forces déployées contre vous. Tout a été orchestré. Quelqu'un voulait confirmer si Fantôme 71 était bien Raphaël Chevalier. Et maintenant, ils le savent. Vous m'avez utilisé comme appât? La voix de Raphaël était dangereusement calme. Vous nous avez tous utilisés? Morin haussa les épaules. Vous vous êtes porté volontaire pour un service dangereux le jour où vous avez rejoint l'armée. Ce n'est qu'une autre forme de service. Il regarda les commandos. Vous faites tous partie de ça maintenant, que vous le vouliez ou non. Les gens qui chassent les fantômes ne se soucient pas des dommages collatéraux. Et maintenant? Demanda Rodriguez, sa main reposant sur son arme. On attend juste que ces traîtres viennent nous tuer? Morin sourit à nouveau, et cette fois, il y avait une pointe de chaleur authentique. Non, maître principal. Maintenant, nous chassons. Les fantômes sont réactivés. Officieusement, bien sûr.
La démonstration spectaculaire du sergent Chevalier hier a forcé nos ennemis à agir. Ils essaieront de l'éliminer avant qu'elle ne puisse entrer en contact avec d'autres survivants. Mais ils ne savent pas qu'elle n'est plus seule. Il les regarda chacun à leur tour. Vous voulez la vérité sur ce qui s'est passé? Aidez-nous à la trouver. Vous voulez justice pour les fantômes qui sont morts? Aidez-nous à la rendre. ETSI on refuse? Demanda Williams. Morin haussa les épaules. Alors vous retournez à vos vies, prétendez que cela n'est jamais arrivé, et espérez que les gens qui chassent les fantômes ne décident pas que vous en savez trop. Le sous-sol tomba dans le silence, à l'exception du bourdonnement de la ventilation et du son lointain des rotors d'hélicoptères. Raphaël regarda les hommes qui étaient passés de bourreau à protecteur en l'espace d'une seule fusillade. Vit la décision dans leurs yeux avant qu'ils ne parlent. On est partant, dit simplement Rodriguez. Les autres acquiescèrent. Morin se tourna vers Élise. Caporal Picard. Votre enquête a été notée. Votre frère serait fier. Considérez-vous comme recruté. Finalement, il fit face à Raphaël. Fantôme 71. Votre mort officielle est en cours d'annulation. Votre équipe a besoin de vous. Votre pays a besoin de vous. Répondrez-vous à l'appel? Raphaël pensa à 3 ans de clandestinité. À prétendre être moins que ce qu'elle était. Aux 7 fantômes qui étaient morts cette nuit-là et à ceux qui étaient encore là, dispersés et seuls. Aux traîtres qui les avaient vendus et qui étaient toujours libres. Sa décision était prise avant qu'il ait fini de parler. Quand est-ce qu'on commence? Morin consulta sa montre. Le transport arrive dans 6 heures. Rassemblez votre équipement. Faites vos adieux. Vous passez en mode furtif. Il se tourna pour partir, puis fit une pause. Oh, et sergent, le lieutenant Martel vous demande. Vous voudrez peut-être régler ça avant de disparaître à nouveau. Après le départ de Morin, le sous-sol éclata en questions et en plans, mais Raphaël s'éclipsa, laissant les autres digérer ce qu'ils avaient appris. Elle avait un dernier devoir à accomplir. L'hôpital était plus calme maintenant. La plupart des cas critiques étaient stabilisés. Elle trouva Martel dans une chambre privée, sa silhouette massive semblant diminuée par les machines qui le maintenaient en vie. Ses yeux s'ouvrirent lorsqu'elle entra, se concentrant avec effort. Chevalier. Sa voix était faible mais claire. Ils ont dit que j'étais mort 2 fois sur la table. Que votre chirurgie de terrain était la seule chose qui m'a maintenu assez stable pour survivre. Raphaël approcha une chaise de son lit. Vous êtes dur à tuer, lieutenant. Trop têtu pour mourir. Il tenta un rire qui se transforma en tout. Ouais, eh bien, je vous dois plus que ma vie. Je vous dois des excuses. Debrayes excuses. Ses yeux, ces mêmes yeux qui avaient brillé de mépris à peine 24 heures plus tôt, contenaient maintenant un remords sincère. J'avais tort sur toute la ligne. Vous êtes plus guerrière que je ne le serai jamais. Vous ne savez pas ça, dit doucement Raphaël. Mais Martel secoua la tête. J'ai entendu les communications. Phantom 71. Je sais ce que ça signifie. Ce qu'était cette unité. Il lutta pour se redresser. Mon oncle était dans les opérations spéciales. Il me racontait des histoires. Il disait que les fantômes étaient les meilleurs que nous avions. Il disait que les perdre, c'était comme se couper notre propre main armée. Il croisa son regard. Je suis désolé pour tout. Et je suis honoré d'avoir servi avec vous, même si j'étais trop stupide pour le savoir à l'époque. Raphaël sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine, un nœud dont elle n'avait pas réalisé la présence. Nous avons tous nos fantômes, lieutenant. L'astuce est d'apprendre à vivre. Avec eux. Elle se leva pour partir, mais sa main attrapa la sienne. Est-ce que je vous reverrai? Il y avait quelque chose de presque vulnérable dans sa voix. Je veux dire, l'équipe. On pourrait avoir besoin de quelqu'un comme vous. Elle serra doucement sa main. Prenez soin de vous, Martel. Prenez soin de l'équipe. Et souvenez-vous, la vraie force ne réside pas dans la taille, la force ou le volume de la voix. Elle réside dans la volonté de saigner pour la personne à côté de vous, même quand elle ne le mérite pas. Elle le laissa là, la regardant partir avec des yeux pleins de questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Dans 6 heures, elle disparaîtrait à nouveau, redeviendrait un fantôme. Mais cette fois, elle ne serait pas seule. Cette fois, elle serait en chasse. Le soleil du matin se levait à peine sur les montagnes, alors que Raphaël se tenait sur l'aire de trafic, son équipement emballé, ses nouveaux papiers d'identité en main. Les commandos qui s'étaient portés volontaires se tenaient avec elle, une petite bande de frères d'armes forgés dans le feu et liés par des secrets. Élise était là aussi, les plaques d'identité de son frère visibles autour de son cou. « Alors, comment on t'appelle maintenant » demanda Jenkins. « Chevalier, Fantôme 71. Autre chose »
Raphaël réfléchit à la question alors qu'un hélicoptère noir apparaissait à l'horizon. Pas de marque, pas d'identification. Appelez-moi ce que j'ai toujours été, dit-elle finalement. Une guerrière qui tient ses promesses. L'hélicoptère se posa et ils montèrent à bord en silence. Alors qu'ils décollaient, Raphaël jeta un dernier regard à la Fob Chapman, à l'endroit où elle avait été brisée et où elle était renée. En bas, elle pouvait voir le bâtiment 3, ses secrets faisant maintenant partie d'une toile plus large de mensonges et de vérités. Mais quelque chose attira son attention. Une silhouette sur le toit du centre des opérations tactiques, regardant l'hélicoptère partir. La distance était trop grande pour distinguer les traits, mais quelque chose dans la posture. Un autre fantôme? Ou l'un des traîtres dont Morin avait parlé? Elle archiva l'image. Une autre pièce du puzzle. La guerre n'était pas finie. Elle avait juste changé de champ de bataille. Alors que l'hélicoptère virait vers l'est, vers le soleil levant, Raphaël sentit le poids de sa nouvelle ancienne identité s'installer autour d'elle comme une armure familière. L'infirmière était partie. Fantôme 71 était de retour. Et cette fois, elle ne fuyait pas les ombres. Elle les devenait. La radio crépita de communications cryptées, de coordonnées et d'indicatifs d'appel qui n'existaient pas officiellement. Mais une transmission lui glaça le sang. Une voix qu'elle reconnut, une voix qui n'aurait pas dû être possible. Fantôme 71, ici Fantôme 33. Bienvenue au pays des vivants. On attendait. La transmission se coupa, mais les implications flottaient dans l'air comme de la fumée. D'autres fantômes étaient là. La question était, ami ou ennemi? Williams, qui surveillait la même fréquence, la regarda avec des sourcils levés. Fantôme 33 a été signalé tué au combat dans l'opération Marteau du Crépuscule. Raphaël hocha lentement la tête. Moi aussi. La mort, semble-t-il, est négociable dans notre branche. Elle se tourna pour faire face à sa nouvelle équipe. Ces hommes qui avaient choisi de la suivre dans l'ombre. Dernière chance de reculer. Là où nous allons, ce que nous nous apprêtons à faire, il n'y a pas de retour en arrière. Rodriguez parla pour eux tous. On assure tes arrières. Fantôme, montre la voie. L'hélicoptère les emportait vers une guerre non répertoriée contre des ennemis sans uniforme. Pour Raphaël Chevalier, Fantôme 71, c'était comme rentrer à la maison. La fusillade d'hier avait prouvé ce qu'elle avait toujours su. On ne peut pas tuer ceux qui refusent de mourir. Ses doigts trouvèrent une note inattendue. L'embuscade n'était que le début. Ne fais confiance à personne. F-17. Phantom 17. Un autre survivant. Une autre pièce du puzzle. Le jeu était plus complexe que même Morin ne l'avait révélé. Mais aujourd'hui, elle était dans les airs, armée et entourée de guerriers éprouvés. Aujourd'hui, la chasse commençait. Les vrais guerriers sont forgés dans le silence, se révèlent dans le chaos et se définissent par ce qu'ils font quand personne ne regarde.